J'arrive au 25e kilomètre en pleurs. Dans ma tête, c'est signé, j'arrête. Je sais qu'il y a mon copain qui est au 25e, j'arrête la course, c'est pas possible. Et lui, mon copain, qui est là-bas, voit les élites qui passent, voit également, parce qu'il y avait le semi-marathon, voit certains élites qui arrivent et qui sont frigorifiés, qui sont en hypothermie, beaucoup de monde en hypothermie. J'arrive et je pleure, je déverse tout ce que j'ai, je lui dis que j'ai peur, je lui dis que ça va être un enfer. Salut, c'est Guillaume. Bienvenue dans Mon Premier, un format hors série de course épique. On se souvient tous de notre première fois. Celle où on a décidé de se lancer, celle où on ne savait pas vraiment à quoi s'attendre, mais on y est allé quand même. Celle où le cœur battait un peu plus fort que d'habitude avant même d'avoir franchi la ligne de départ. Mon Premier, c'est un format de récit qui donne la parole à celles et ceux qui racontent leur première fois sur une course. 5 km, semi, marathon, trail ou encore ultra trail de 450 km, peu importe la distance, peu importe le chrono. Ce qui compte ici, c'est ce que cette première fois a changé pour eux. Vous allez entendre des récits intimes, drôles, touchants, parfois inattendus. J'ai recueilli aujourd'hui le témoignage de Marine qui partage avec nous sa première fois sur un trail de 70 km, la Transvulcania. Alors place à son histoire et peut-être à un petit morceau de la vôtre. Je m'appelle Marine, j'ai 31 ans, moi je viens de la Creuse. Et du coup, ensuite, je suis partie à Clermont-Ferrand faire mes premières études et ensuite à Bordeaux. Ça fait 10 ans que j'habite Bordeaux et je suis une coureuse et puis maintenant, depuis quelques années, une traileuse aussi. On me connaît sous le pseudo de Cours Petite Tomate. Cours Petite Tomate, c'est assez simple. Certains pensent qu'il y a vraiment une histoire derrière, mais en fait, c'est j'aime courir, je suis petite et j'adore les tomates, tout simplement. Certains pensent que ça fait référence à la tomate qui est rouge en course à pied et finalement moi je suis pas vraiment très rouge à l'effort, donc non, c'est juste que j'adore les tomates, voilà. À la base, je suis ingénieure informatique et depuis maintenant quelques mois, je suis à 100% créatrice de contenu dans le domaine de la course à pied. Je pense que la course à pied rythme quand même à 90-95% mon quotidien et après sinon j'aime beaucoup voyager, j'aime bien aussi les parcs d'attractions, passer du temps avec ma famille et surtout avec mes amis. Là, actuellement, dans mon quotidien, je cours 6 fois par semaine. Donc, en fait, ça rythme mes journées et je fais à peu près une séance de renforcement aussi par semaine. Donc, en fait, je fais du sport presque tous les jours. Pour moi, la course à pied, c'est un petit peu comme de la méditation. J'ai l'impression, j'ai du mal à me poser, j'ai du mal à souffler. Et en fait, c'est à travers la course à pied, j'ai l'impression que je me pose, que je médite un petit peu. Et c'est pour ça en fait que je vais aussi sur des distances qui sont de plus en plus longues. Enfant, j'ai débuté le sport avec le judo, si je ne me trompe pas. Bon, j'étais pas très douée, donc je suis arrivée avec la ceinture blanche-jaune, qui est seulement le premier niveau, on va dire. Et ensuite, j'ai fait du basket. Moi, mes parents m'ont toujours mis quand même au sport. Et je pense que j'aimais ça, j'avais besoin de ça aussi. Alors, le basket, ça n'a pas été un sport pareil, coup de cœur. Mais j'en ai fait pendant quelques années, surtout que je fais 1m55, donc c'est pas non plus le top. Mais j'ai aimé cet esprit d'équipe et puis j'ai aimé en fait faire du sport avec mes amis. Ensuite, c'était quand même assez prenant avec les week-ends et avec les matchs. Et je suis passée avant ça par de l'équitation. J'avais oublié, mais beaucoup d'équitation. J'en ai fait pendant de nombreuses années. Et ensuite, j'ai débuté la course à pied au collège. Je me sentais à l'aise dans ce sport alors que je ne l'étais pas spécifiquement quand je faisais du basket, quand je faisais de l'équitation, où en fait j'avais un petit peu cette boule au ventre avant d'aller à l'entraînement. Je regardais pas beaucoup le sport à la télé, j'ai jamais vraiment eu des figures, on va dire. Par contre, après, c'est venu avec le temps dans la course à pied et je me suis vraiment mise à regarder les courses sur route ou également les trails. Mais avant, j'avais aucune idée, je regardais pas spécialement. Je regardais pas mal de rugby, comme j'ai fait mes études à Clermont. Donc, je suis déjà allée à un match de rugby à Clermont, mais sinon, pas spécialement de figure, on va dire. La première fois que j'ai couru, alors je pense déjà d'une que c'était au collège, quand on devait préparer le bac.
Alors moi, je suis quelqu'un qui était vraiment, vraiment très timide à l'école et j'avais l'impression de ne pas être à ma place non plus. Durant certains cours, par exemple les cours d'anglais, où il fallait souvent parler devant tout le monde, ça m'angoissait au possible. Et en fait, quand on arrivait aux cours de sport, j'avais l'impression d'être beaucoup plus moi-même, sans rien faire de spécifique, mais juste en fait, ça me libérait. J'étais dans mon sport et en fait, j'allais plus vers les gens. Et en fait, je me rappelle vraiment d'un moment où je ne sais plus exactement combien on devait faire, à peu près 500 mètres. J'avais pas spécialement de facilité, mais j'avais des professeurs de sport qui étaient assez bienveillants et qui m'ont vraiment en fait supporté, qui m'ont dit de continuer, que c'était bien. Généralement, on voit des personnes qui ont une mauvaise expérience en sport au collège ou au lycée. Moi, c'était plutôt l'inverse. En fait, ça m'a permis de me mettre à la course à pied. Et du coup, j'ai fait mes premiers footings avec mon père à ce moment-là. Donc, collège, lycée, 3e, 4e, je dirais. Du coup, pour préparer le bac, je devais quand même un petit peu m'entraîner. Donc, on s'est mis à courir avec mon père. On s'est mis à courir à peu près 5 à 10 km toutes les semaines, le dimanche matin. Donc, on sortait, qu'il fasse bon, qu'il pleuve, qu'il neige. On essayait de sortir ensemble et de faire nos 10 km. J'ai pas vraiment souvenir de faire au départ 3 km, de faire au départ 5 km. J'ai vraiment ce souvenir d'avoir ancré dans notre quotidien familial le dimanche matin, d'aller courir 1 heure avec mon père. Et en plus, c'est assez vallonné. Donc, nous, en fait, on descend pendant 5 km et on doit tout remonter pendant 5 km. Je me rappelle qu'on n'avait pas spécialement de montre, qu'on avait un chrono à peu près à la main pour savoir à combien on était. Et on amenait des carrés de sucre. Enfin, voilà, c'était vraiment le tout début. Et ensuite, petit à petit, ça s'est ancré pendant plusieurs années. Et je suis partie, en fait, faire mes études à Clermont-Ferrand. Donc là, j'avais plus la possibilité de rentrer tous les week-ends, faire mon footing avec mon père. Et du coup, je me suis inscrite à un club universitaire. Et j'ai commencé à courir 2 fois par semaine au lieu d'1. Donc j'avais toujours mon footing le week-end. Quand je rentrais chez moi en Creuse, je faisais le footing avec mon père. Et ensuite, j'avais une sortie avec le club universitaire. Donc souvent, c'était du fractionné. On avait la chance d'être au club de Clermont-Ferrand. Et c'est un très beau club. Et du coup, on avait une piste intérieure en plus. Donc quand il faisait froid, c'était vraiment le luxe. Surtout, en plus, c'était un club universitaire. Donc je devais payer 30 € à l'année. Et on avait vraiment des très belles infrastructures. La course à pied a commencé à m'apporter une ouverture d'esprit. J'ai l'impression au début, le fait de sortir de ma timidité. Ça a été vraiment, je pense, l'axe principal dès le début. Je me suis ouvert aux autres. Et même quand je suis arrivée à Clermont-Ferrand pour mes études, c'est ici que j'ai découvert et que j'ai rencontré d'autres personnes. C'est très compliqué de se faire une nouvelle bande d'amis. Et en fait, je me suis vraiment intégrée dans un club. Et je me suis fait en fait des amis aussi tout du long. Et ça a continué au fur et à mesure des années. J'ai couru pendant de nombreuses années sans faire de compétition. Vraiment, j'avais pas spécialement envie. Et puis surtout, j'avais un petit peu de pression. Voilà, c'est pas évident de s'élancer pour la première fois avec un dossard. Avec le club universitaire, on avait la possibilité de faire nos premières petites sorties, mais en même temps d'avoir un petit dossard. Donc, on a fait notre premier 5 km. C'était pas évident pour moi, mais j'ai réussi. Et puis, j'étais dans le milieu du classement. Donc, en fait, j'étais plutôt contente de moi. Et je me suis inscrite à mon premier 10 km, je dirais vers 16 ans, 17 ans. C'était tout nouveau pour moi. Je ne savais pas exactement ce qu'il fallait faire. Et puis, j'y allais vraiment pour le terminer. Je crois que j'ai terminé ce premier 10 km à peu près en 1h10, 1h15. Et j'étais ultra contente de moi. Alors, j'avais mal partout. Je me rappelle vraiment d'avoir eu mal aux genoux dans un premier temps. Et avec 2 entraînements par semaine, du coup, que je faisais à Clermont-Ferrand. Et à côté de ça, je l'ai fait très rapidement aussi. Mais je me suis inscrite à un 5 km et un 10 km aussi. En fait, on part à l'île de Ré chaque année avec ma famille. Et il y a une course qui est organisée là-bas. On fait un 10 km, un 5 km avec mon père. Donc, en fait, on avait à peu près le même niveau. Donc, on est restés ensemble durant cette course. Il faisait très chaud, c'était compliqué. Mais je suis arrivée au bout. Et ma famille, en fait, n'est pas ultra sportive. Mais mon père m'accompagnait sur les courses. Et mon oncle aussi court pas mal. Donc, je pense que ça a mis une atmosphère un petit peu sportive dans la famille.
qui était nouveau pour moi en enfilant mon premier dossard, ça a été, je pense, une fierté, tout simplement. C'est assez dur pour moi d'être confiante, de me dire je suis fière de moi. Et en fait, avec la course à pied, c'est assez simple de se dire je suis fière en fait de moi. Alors qu'au quotidien, je ne dis pas spécialement je suis fière de moi, j'ai fait ça, je suis fière de moi. Alors que quand je mets un dossard et quand je termine une course, quand ça s'est bien passé, finalement, on est fier de soi. Et c'était vraiment la sensation que j'avais. En plus de ça, on était avec toute ma famille. Donc, dans le regard aussi des proches, on voit qu'il y a de la fierté. Et je pense que c'est ça le plus important pour moi. Après, je suis très vite passée sur 10 km. J'ai pas fait beaucoup de 5 km. C'était pas spécialement pour moi. Je savais très bien que j'aimais les courses assez longues. Alors 10 km, on va pas dire que c'est très long, mais pour débuter, c'est déjà vraiment très bien. Donc j'en ai fait plusieurs autour de Clermont-Ferrand. J'ai découvert aussi les joies du cross. Alors c'était pas le cross universitaire, c'était des petits cross ou des tout petits trails, mais on va plus appeler ça course nature. C'était pas évident non plus parce que je découvrais autre chose. Je courais 100% sur bitume, même dans la Creuse, en fait, on court sur les routes, c'est plus simple et puis il y a un peu moins de chemin, donc c'est pas évident. Du coup, j'ai fait plusieurs 10 km. J'ai pas spécialement amélioré mon chrono directement. Le but, c'était de terminer, de passer un bon moment, aussi quand on faisait des petits crosses, des petits trails avec les personnes du club. Et je suis arrivée assez rapidement, on va dire, sur semi-marathon. J'ai tout de suite été happée par ce sport qui est vraiment l'endurance et je voulais quand même aller assez rapidement. Du coup, je pense que j'ai augmenté à ce moment-là entre 2 entraînements. Je suis passée à 3 entraînements et j'ai fait mon premier semi-marathon. Je ne sais plus quel est l'âge légal, si c'est 16 ou 18, mais je crois que j'ai fait aux alentours de 18 ans. C'était le lac de Vassivière, donc c'est pas très loin de chez mes parents non plus. Accompagnée de mes parents, je l'ai fait avec mon père. Il y avait exactement, je dirais pas 21, il y avait peut-être 22, 23 ou peut-être au ressenti. Et en fait, on faisait le tour du lac ou une moitié de tour de lac. Et ça a grimpé quand même pas mal. C'est pas du tout un semi-roulant. Et j'en ai un super souvenir. J'ai aussi le souvenir, enfin là, ça fait quand même quelques années, mais j'ai souvenir d'avoir eu aussi très mal aux genoux. Vraiment cette sensation de, quand on termine la course, d'avoir très mal quelque part. Mais par contre, pendant la course, d'être assez à l'aise. Vraiment, je me dis, c'est mon sport. J'ai trouvé enfin ce qui me correspondait à 100%, alors que j'avais l'impression qu'il me manquait vraiment quelque chose quand je faisais ou de l'équitation ou du basket. Je me rappelle que pour mon premier semi-marathon, j'ai terminé sur le podium. Alors, j'étais la seule de ma catégorie, donc c'était assez facile. Mais j'avais cette petite fierté de me dire, en fait, ok, je suis toute seule dans ma catégorie, mais ça veut dire qu'il n'y a personne non plus de mon âge qui a couru un semi-marathon. Donc, j'étais super fière et je pense qu'à ce moment-là, même si c'est rien de gagner, du pâté, du jus d'orange, peu importe, je ne sais plus ce qu'il y avait, du fromage, ça m'a mis réellement en confiance. Et je me suis dit, c'est génial. Ça veut dire que si je fais peut-être une autre course, je pourrais peut-être aussi terminer sur le podium. Dans mes débuts au semi-marathon, j'avais fait le premier semi-marathon, je dirais, en 2h20. Donc, j'avais pas spécialement de facilité. Peut-être que certains diront que c'est déjà très bien 2h20. Mais quand on voit certains ou certaines qui débutent déjà à moins de 2 heures, moi, c'était pas du tout le cas. Et pourtant, je m'entraînais quand même un petit peu. Du coup, après cette première expérience en semi-marathon, c'est écoulé quand même plusieurs années où j'ai fait plusieurs semis en fait. Je suis retournée sur le semi de Vassivière, j'ai fait d'autres semi-marathons, toujours avec un objectif de prendre du plaisir, mais aussi avec un petit objectif de progresser au fur et à mesure du temps. Donc je suis restée au club universitaire à Clermont-Ferrand. J'ai progressé. Je me rappelle qu'à l'époque, pareil, on n'avait pas de montre, donc on prenait les chronos à la main et puis on essayait de faire les séances comme on pouvait. Et j'ai déménagé à Bordeaux pour mes études et j'ai voulu, en tout cas, m'élancer sur mon premier marathon. Je suis arrivée à Bordeaux aux alentours de 2014-2015. À l'origine, je voulais faire le marathon de Paris. Et il y avait eu certains attentats, etc. Et en fait, ça m'avait fait peur avec beaucoup de monde à Paris. Je me suis dit, pourquoi pas en fait m'élancer sur un plus petit marathon.
Je viens à Bordeaux, j'habite maintenant à Bordeaux. Première année à Bordeaux, je fais le marathon de Bordeaux. Ce premier marathon, c'était de la souffrance. C'était compliqué. Je m'attendais à quelque chose de compliqué. Et puis, en fait, je m'attendais quand même à avoir 2 semi-marathons. Oui, c'est le cas pour la distance. Mais pour le ressenti, c'est pas du tout le cas. J'avais l'habitude de faire des semi-marathons. Du coup, je me suis dit, OK, bon, bah, c'est 2 semis collés. Ça va le faire. Maintenant, je suis habituée au semi-marathon. J'ai quand même augmenté un petit peu mon chrono sur semi-marathon. Je suis plus à l'aise. Ça va passer tranquille. Et j'étais pas spécialement non plus trop stressée parce que je savais pas ce que c'était. Et parce que l'objectif, c'était seulement de le terminer. Et c'était aussi de le faire avec mon père. Je pense que j'ai pris la mauvaise décision. Je voulais un peu tout faire à la fois. Je suis rentrée du coup en licence à Bordeaux pour faire mes études. Et à ce moment-là, la veille, il y avait mon gala. Et du coup, c'était vraiment pas une bonne idée parce que je suis allée au gala. Je suis rentrée, on va dire, peut-être vers 1h, 2h du matin. J'ai quand même fait attention, mais je suis une personne qui digère pas non plus très, très bien. Donc, j'ai pris quelques petits fours, peut-être un verre, mais ça a suffi à me coûter toute la course après le lendemain. À Bordeaux, il faut savoir que c'est un marathon qui se fait de nuit. Donc, on a dû débuter à 20h, 21h. Il n'y avait pas énormément de monde. On était, je crois, 3000 sur le marathon, comparé à maintenant des 40 000, des 50 000 personnes. Alors, on avait de la place, c'est bien. Le problème, c'est que j'ai très vite senti qu'on était un petit peu seul parfois. On part très loin à Bordeaux, pour ceux qui connaissent. Pessac, Mérignac, on ne reste pas seulement à Bordeaux, donc on court dans les vignes. Et puis, en fait, à 23h, minuit, il n'y a plus grand monde dans les rues, où les seuls qui restent, c'est ceux qui sont au bar et qui nous encouragent, donc c'est super. Mais j'ai vraiment cette vision d'avoir un petit peu ce zombieland sur ce premier marathon. Donc, je me suis entraînée 3 fois par semaine, si je ne me trompe pas, voire peut-être 4. Mais c'était vraiment 3 fois par semaine. Le but, c'était de terminer. Je l'ai terminé, mais sur les rotules. À partir du premier 5 km, j'ai senti que je n'arrivais pas à digérer. Pas du tout. Je me sentais déjà assez mal. J'ai commencé à vomir une première fois au 7e kilomètre. Et après, ça n'a plus quitté. J'ai toujours en fait vomi petit à petit en fonction des kilomètres. J'ai continué. Et puis en plus, le fait d'avoir mal au ventre, ensuite, quand tu n'es pas très habitué au nombre de kilomètres et le fait de continuer sur le nombre d'heures qui commençait à défiler, j'avais mal un petit peu partout. Les hanches, les genoux, les cuisses. Et puis en plus, moi, le mal de ventre qui persistait. Du coup, j'ai vraiment cette vision à minuit d'être pas toute seule, mais presque. Alors, j'étais avec mon père, mais de terminer la course quand même dans le mal, on va dire. Et avec des personnes aussi autour de moi qui étaient aussi dans le mal, comme il n'y avait pas énormément de personnes. Et d'arriver un petit peu toute seule. Alors, c'était super parce que du coup, il y avait mon copain, il y avait ma mère, ma sœur. Mais il n'y avait pas énormément de monde aussi à l'arrivée à 1h du matin, je crois. J'ai terminé ce premier marathon en 5h15. Donc voilà, c'est à peu près pour le semi-marathon, j'ai fait 2h20. Pour le marathon, 5h15. Pareil, c'est un marathon où j'ai pas eu énormément de facilité quand on voit maintenant que certains peuvent débuter certains marathons à 3h, 4h. Moi, j'ai mis 5h, 5h20, mais j'étais quand même très contente. Et par contre, je suis tombée en hypothermie directement après. Il faisait quand même froid. On a pris, il me semble, la pluie. Et en fait, je suis arrivée, je grelottais et je me rappelle que je ne pouvais même pas marcher. C'était compliqué. On a essayé de trouver quelque chose à manger. Pareil, il n'y avait plus les transports en commun. C'était pas évident, mais je me rappelle quand même que j'étais fière de moi et que également dans le regard de ma mère, de ma sœur, de mon copain, il y avait beaucoup, beaucoup de fierté. Je pense que c'est ça le plus important. Et quand je suis allée au lit, je ne sais même plus si je me suis douchée alors que j'étais vraiment, vraiment dans le mal. Je suis partie au lit, je grelottais partout.
Et voilà, et du coup, j'ai terminé mon premier marathon et puis je suis rentrée à 2h, 3h du matin. Et le lendemain, j'arrivais plus du tout à marcher, mais vraiment plus. À l'époque de mon premier marathon, je venais d'intégrer le club d'athlétisme de Talence, donc à côté de Bordeaux. Je m'entraînais 2 à 3 fois par semaine et j'ai voulu, à partir de ce marathon, augmenter le nombre d'entraînements. Donc, je suis toujours quelqu'un qui essaie de faire les choses quand même assez bien et petit à petit. Donc, j'ai augmenté sur 4 entraînements par semaine. Puis, au fil des années, 1 an, 2 ans, j'ai augmenté à 5 entraînements par semaine pour arriver à mon second marathon. Ce second marathon, il est pendant la période Covid. Du coup, je me suis inscrite, je dirais, 3-4 ans après le premier marathon. Il ne s'est pas passé énormément de choses. J'ai fait les crosses. J'ai fait plusieurs semi-marathons, toujours en essayant d'augmenter mon chrono. Et du coup, ce second marathon, où j'avais en fait peur de reproduire ce qui s'était passé au premier marathon, j'ai mis du temps à revenir quand même. C'est quand même beaucoup, 3 ans, 4 ans avant de se réinscrire à un prochain marathon. Et à ce moment-là, c'était le Covid. J'ai fait toute la prépa. Et 1 semaine avant, on nous dit que ça ne va pas être possible de courir le marathon. À l'époque, c'était le marathon de Rotterdam. Donc, je n'ai pas couru ce marathon. C'était très compliqué mentalement parce que faire une prépa marathon, c'est pas anodin. Ça demande beaucoup d'énergie. Et puis, j'aime bien faire les choses. Donc, vraiment, quand il y a quelque chose d'inscrit dans ma prépa, je le fais. Et là, du coup, c'était assez compliqué. Je me suis raccrochée au fait que, du coup, un jour, on allait quand même pouvoir recourir. Donc, je crois qu'ils ont décalé à 8 mois, quelque chose comme ça, ce qui fait que j'ai fait mon second marathon, il me semble, à peu près 5 ans, en fonction du premier marathon, donc 2015 et ensuite 2020, 2021, je ne me rappelle plus exactement. C'était le marathon de Rotterdam. Je suis arrivée plus préparée. J'avais augmenté le nombre de kilomètres, j'avais augmenté le nombre de séances. Je suis passée de 3 séances à 4 séances. Et j'ai vu vraiment à ce moment-là j'allais dire un déclin, mais non, du coup, des choses positives, on va dire, dans mes chronos, dans mes sensations. Je me suis toujours bien entraînée. Dès qu'il y avait un entraînement, j'ai jamais vraiment raté beaucoup d'entraînements. J'ai toujours été quand même quelqu'un de motivé parce que justement, je me sentais à l'aise. C'est un sport que j'apprécie. Donc, je me suis jamais vraiment forcée. Même si je trouve que quand on court 3 fois par semaine, c'était beaucoup plus compliqué pour se motiver que courir maintenant 6 fois par semaine. Mais du coup, j'arrivais à me motiver quand même. Et c'est à ce moment-là que, en plus, mes entraîneurs me disaient de faire du cross, m'ont dit de faire de la piste pour gagner en vitesse. Parce que moi, dès le début, en fait, je voulais vraiment faire de l'endurance. Dès mon premier semi, mon premier 10 km, dès mes 18 ans, en fait, je me suis dit non, le cross, si vous voulez, encore. Mais la piste, il devait un petit peu me forcer quand même, faut le dire. Et vu que j'étais un petit peu jeune, ils avaient cet argument. Bon, t'es jeune, il faut en fait faire de la piste comme ça, tu vas progresser en vitesse et ensuite tu l'auras sur le long terme. Donc, je râlais un petit peu, mais j'ai fait mon premier 3000 mètres, j'ai fait mon premier 1500. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Franchement, j'avais des résultats pas top. Sur 1500, je pouvais faire presque les mêmes allures que sur 3000. Et sur 3000, si on me mettait presque sur un 5 km, je pouvais faire à peu près les mêmes allures parce qu'en fait, j'avais pas spécialement de vitesse et j'aimais pas spécialement l'atmosphère d'une course sur piste. Alors que je trouve qu'une course sur route, c'est toi contre toi-même. Là, il y avait autre chose. Il y avait vraiment un autre sentiment de se dire il y a des gens, ils me regardent. Et en plus, c'est une piste, tu tournes en rond, donc c'était pas mon truc. C'est durant cette période, entre le premier et le second marathon, que j'ai vraiment vu une différence sur mon entraînement. En fait, j'ai intégré un club d'athlétisme et j'ai, il me semble, à ce moment-là, changé d'entraîneur avec un plus petit groupe. Je me suis inscrite dans le club d'athlétisme en loisir et ensuite je suis passée en compétition. Donc ça change pas énormément de choses, même si certains pensent que ça met de la pression. Certains sont en compétition mais font quand même du loisir.
Moi, le but, c'était quand même de faire de la compétition, donc de m'inscrire à des crosses, à des courses sur piste, et surtout, quand mon entraîneur me disait « Ok, bon, d'accord », de faire des 10 km, des semis, et du coup, mon second marathon à Rotterdam. Ce marathon à Rotterdam, il y a vraiment eu un cap énorme entre les deux. Et d'ailleurs, il y a les gens qui regardent seulement le chrono que je fais sur mon premier et mon deuxième me disent qu'en fait, j'ai complètement raté mon premier, ce qui est aussi le cas. Hein. J'ai raté quand même mon premier marathon, mais je ne pouvais pas non plus beaucoup accélérer en fait, sur mon premier marathon. Et les gens m'ont beaucoup dit « Oui, mais non, mais tu avais des facilités. En fait, le premier marathon, c'est juste que tu l'as raté. » Mais en fait, les gens ne se rendent pas compte aussi que pendant les 2 premiers marathons, le laps de temps est énorme. Il y a quand même 5 ans environ. Donc en fait, ça fait 5 ans d'entraînement et 5 ans d'entraînement qui ont été réguliers. Donc ça fait quand même énormément en termes de... Enfin, c'est un gros changement en termes de chrono aussi. Je suis arrivée beaucoup plus confiante et en même temps, j'avais beaucoup plus peur parce que je savais à quoi m'attendre. Et le premier marathon, je l'avais mal vécu. Donc j'avais beaucoup d'angoisse concernant l'alimentation. Je ne savais pas trop comment faire. Et puis, je suis quelqu'un qui ne mange pas beaucoup à l'entraînement. Je ne me suis pas beaucoup entraînée avant parce qu'en fait, il faut vraiment que je me force à l'entraînement à manger, comme beaucoup d'ailleurs de coureurs, je pense. Mais c'est le cas aussi pour moi. Et j'avais vraiment peur. Franchement, c'est le cas de le dire. Et là, il y avait vraiment un chrono à respecter. Donc, c'était un petit peu nouveau pour moi parce que le premier, c'était « faut le finir ». Le second, c'était « faut faire 3h20 ». Au marathon. Donc, on passe de 5h15, 5h20 à 3h20 au marathon. Et là, il n'y a pas que l'aspect physique, il y a aussi l'aspect mental. Pourquoi, moi, là, je vais courir un marathon en 3h20 ? Enfin, c'est incroyable, je trouve, la différence. Et en fait, j'étais vachement bien accompagnée par mon entraîneur. J'aime quand les prépas sont carrés. Donc, il m'avait sorti toute la prépa. Je l'avais mis sur mon frigo. Je barrais les nombres de séances. Et j'ai fait toutes les séances. Donc, je me suis dit, si tout se passe bien, pourquoi le marathon ne se passerait pas bien ? Donc, je m'élance sur ce marathon avec vraiment quand même une boule en ventre. Mais je savais que c'était un marathon aussi. Je l'avais choisi pour ça, qui est quand même très roulant. Et je me suis dit, j'ai pas pu le faire il y a 1 an, ce marathon. Là, vraiment, je m'élance. Je suis vraiment contente d'enfin courir un marathon parce que ça faisait 1 an ou 2 ans qu'on n'avait pas couru quand même de course vraiment officielle avec le Covid. Et du coup, je pars et ça se passe bien, voire très bien même. J'ai pas eu de soucis spécifiques sur cette course. Alors oui, bien sûr, j'ai eu mal, on va dire au 28e kilomètre à peu près. Donc c'est quand même assez tôt. Mais je me rappelle en fait de continuer. J'avais pas spécifiquement de problème alimentaire. J'avais mal quand même, mal aux cuisses, mal aux genoux. Mais c'est un mal normal, j'ai envie de dire, quand on court un marathon. Et sur ma prépa, il était noté que je devais finir en 3h20 et mon chrono officiel est 3h20. Donc, j'ai fait un chrono, j'ai rempli l'objectif. C'était génial, j'ai pu voir mon copain sur le bord de la route quand même pas mal de fois. Et je me rappelle qu'à la fin, j'avais envie de m'asseoir, de m'allonger. J'ai continué à marcher parce que je me suis dit, sinon, si je m'arrête, je ne peux plus repartir. Mais c'était une superbe expérience. Il a fait bon. J'adore quand il fait soleil. Il a fait assez chaud aussi, mais ça ne me dérange pas. Et du coup, il y avait une super ambiance aussi au marathon de Rotterdam. Et du coup, j'en ai un incroyable souvenir comparé au premier marathon où c'était quand même beaucoup plus compliqué. Après ce marathon, du coup, je suis reboostée. Je passe, alors pas rapidement, mais encore une fois, c'est vraiment sur de nombreuses années. Je suis passée de 4 à 5 entraînements. Je m'élance sur le marathon de Londres. Il me semble que c'est 1 ou 2 ans après, 1 an après. J'ai eu la chance d'être invitée par New Balance. Et c'était vraiment un rêve de faire le marathon de Londres. Déjà, c'est un marathon qui est major, donc c'est les marathons les plus connus au monde. Et en plus, il n'y a pas beaucoup de place pour ce marathon.
Et c'était un souvenir incroyable. Enfin, voilà, je ne sais pas comment expliquer. Alors, je pense que j'étais pas dans le bon sas. Je me suis un petit peu sous-estimée. Comparé aux autres marathons, il y avait beaucoup de place. Il y avait quand même beaucoup de monde. C'était pas très large. Mais j'ai eu une très bonne expérience. Puis courir à Londres, c'était génial. Donc, il me semble qu'à l'époque, je descends mon chrono de 3h20 à 3h14, si je me trompe pas, en un an. Et ensuite, j'enchaîne directement avec un an après. Après, je les ai enfilés tous un an, plus un an, plus un an. Pour le marathon de Copenhague. Le marathon de Copenhague, je devais faire 3h05. Donc, on a un petit peu mis la barre un petit peu plus haute. Pour le marathon de Copenhague, je m'entraînais déjà 6 fois par semaine. Donc, j'ai augmenté au fur et à mesure du temps. Pareil, avec le même entraîneur. Et je crois qu'à l'origine, c'était 3h07. Et en fait, je me sentais bien. Donc, on a dit, OK, on part sur 3h05. Et j'ai fait 3h05. Le marathon de Copenhague, je ne l'ai pas très bien vécu. Au 30e kilomètre, j'ai eu envie de vomir. C'est revenu, mes démons sont revenus. Et j'ai vomi, ouais, franchement. Enfin, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui sortait parce que je ne mange pas énormément sur les courses et c'est un réel problème aussi pour moi. Mais j'ai vomi les 12 derniers kilomètres. Mon copain a un petit peu fini avec moi sur les tout derniers kilomètres pour me soutenir. Mais je me suis rendu compte que j'avais aussi cette force mentale de continuer, même si je peux vomir, mais j'ai pu en fait garder mes allures. J'ai décéléré un tout petit peu, mais c'était très compliqué parce que c'est long, 12 kilomètres à avoir très mal au ventre et à avoir envie de vomir. Mais j'ai pas en fait trop décéléré. J'ai terminé ce marathon en me disant que je me rapproche de la barrière des 3 heures. C'est incroyable. Je pensais jamais faire ça un jour. Je me rappelle à Clermont-Ferrand avec un podologue où je lui disais est-ce que vous pensez qu'un jour je pourrais faire 50 minutes aux 10 km? Il m'a dit bien sûr, oui. Enfin, si tu t'entraînes, si tu aimes ça, tu vas vraiment y arriver. Et là, finalement, j'étais en 3 heures du coup, presque en 3 heures sur marathon à Copenhague. Pareil, un super temps. Donc, tout s'est quand même très bien passé. J'en ai un bon souvenir. Mais j'avais un petit peu peur quand même de reproduire ça sur les autres marathons. Ensuite vient le marathon pour tous. Donc là, j'avais aucun objectif parce que pour moi, ça servait à rien d'avoir un objectif sur un marathon qui était très beau quand même aussi, qui était en août, qui était le soir, donc comme à Bordeaux. Donc les courses en partant le soir ne sont pas mes courses préférées parce qu'en fait, j'ai des problèmes de digestion. Rebelote sur le marathon pour tous, j'ai eu beaucoup de problèmes de digestion. Alors, il y en a beaucoup qui ont eu des problèmes de digestion apparemment sur ce marathon. Certains ont mis la faute sur l'eau. Moi, je pense aussi que c'est une course qui se court de nuit, le soir. Et en fait, il y a toute la digestion de la journée. Et personnellement, ça m'a fait pareil à Bordeaux. Et donc, j'ai mal digéré, encore une fois. J'étais pas la seule, donc ça va. Mais j'ai quand même fait un marathon en moins de 4 heures, en 3h50. Donc, c'était une super expérience aussi. Il y avait une très bonne ambiance. Le but, c'était d'aller chercher la médaille. 0 objectif. Donc, je l'ai très bien vécu. Vient mon dernier marathon, du coup, le marathon de Séville. Là, on est passé, en fait, entraîneur avec mon copain à l'athlétisme. Il cherchait des entraîneurs en début d'année. Et puis, comme ça faisait un petit moment déjà qu'on était à l'athlétisme, on est passés tous les deux entraîneurs et du coup, c'est mon copain qui m'a fait ma préparation pour le marathon de Séville. Après, les prépas se ressemblent quand même un petit peu, sachant qu'on a été en plus éduqués, entre guillemets, par mon ancien entraîneur. J'avais déjà beaucoup progressé grâce à lui. Et l'objectif, c'était de faire 3 heures, ou un peu moins de 3 heures si possible. J'ai vraiment eu cette barrière mentale, plus que la barrière physique, je dirais même, de me dire, moi, je vais passer en dessous des 3 heures. Enfin, à quel moment? Sur quelle planète je peux faire ça? Je viens de 5h20 et je vais passer un jour sous les 3 heures. Et finalement, on a mis, je sais plus, ça devait être 4 quarts heure, je me rappelle plus exactement, mais en allure sur le marathon. Et j'ai dit à mon copain, comme je calcule pas très vite, j'ai dit à mon copain, ne me dis pas combien ça fait en chrono officiel. Voilà, avec les secondes et tout. Pour moi, dans ma tête, c'était 2h59 minutes et 30 secondes ou 59 secondes, quoi. Et on arrive la veille du marathon et j'aime bien marquer mes temps sur mon bras
pour pas non plus me tromper, toutes les 5, 10, 15. Et après, je marque et je marque 42. Et il me dit 2h58. Je dis, ah bon, mais je me suis entraînée en 2h58, ça veut dire? Et il m'a dit, oui, c'est ça. Toutes tes séances, tu les as faites avec cette allure. J'ai dit, ok, bon, on va tester. J'ai eu peur, très peur, parce que j'ai eu quand même 3 marathons où ça s'est mal passé niveau digestif. Et j'ai commencé à faire un petit peu de prépa mentale aussi, parce que je pense qu'il y avait un réel blocage mental pour le 3 heures sous-marathon et un réel blocage sur mon alimentation. On a mis des choses en place et beaucoup aussi de respiration, de détente, ce qui a fait que je suis arrivée au marathon de Séville un peu plus détendue et avec, je sais pas si c'est des solutions, c'est pas elle qui m'a dit de faire ça bien sûr, mais je pense qu'il y avait un réel blocage avec les gels. Et du coup, je me suis dit, ok, je prends que des boissons à l'effort. Ça passe pas le gel, je prends des boissons à l'effort. J'ai pris des boissons à l'effort sur toute la course. Donc, j'ai bu à peu près 1 litre, 1 litre et demi, je me rappelle plus, de boissons à l'effort seulement. Donc oui, je suis bas en glucides. Voilà, ça plaît pas à tout le monde, mais je ne pouvais pas faire autrement. J'ai couru ce marathon. Tout s'est incroyablement bien passé. C'est la première fois que je suis passée sous les 3 heures. J'ai fait 2h57 et quelques secondes. Je me rappelle plus les secondes. J'étais fière de moi et surtout très très contente que la course soit bien passée. Enfin, bien passée physiquement, mentalement et au niveau de l'alimentation. Voilà, j'en ai un souvenir incroyable à ce moment-là. Il y a 5 ans, on me dit de me mettre au vélo. Pourquoi le vélo? Je ne sais pas. Pour surtout en fait faire beaucoup plus de kilométrage pour limiter un petit peu les impacts. Donc, je me mets au vélo et en fait, on débute le triathlon avec mon copain. On a fait 2 ans sur triathlon. Donc, en fait, j'ai fait 2 triathlons M à chaque fois sur une année et une année. Et en faisant du triathlon, à chaque fois sur les 2, je partais à la natation, je partais en vélo. Et en fait, je me suis dit, à chaque fois quand je déposais le vélo, je me suis dit, là, c'est mon sport. Là, je peux profiter. Et au bout du 2e triathlon M, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là en fait? Pourquoi tu fais du triathlon si en fait tu as hâte quand tu es à la natation d'être sur le vélo et surtout sur le vélo d'être sur la course à pied? Donc à ce moment-là, j'ai arrêté le triathlon et je me suis dit, c'est bien de trouver autre chose parce que toujours la course sur route, chrono, parce que j'aime bien ça, faut le dire. J'aime bien quand même aller chercher des chronos à mon niveau. J'ai voulu tester le trail. Donc, j'ai fait mon premier trail, si je ne me trompe pas, à Espelette. J'ai dû faire environ 17-20 km. Il y avait quand même un petit peu de D+, 600, 800. Ça m'a littéralement défoncé les cuisses. Franchement, j'étais pas du tout habituée, sachant que j'habite à Bordeaux. Bordeaux, c'est très compliqué d'avoir du dénivelé. Et en plus, il y a une rive qui est un peu plus, avec un peu plus dénivelé que l'autre, mais nous, on est de l'autre côté. Donc, je fais ce premier trail. Ça se passe bien, je suis contente parce qu'en fait, on n'a plus l'aspect chrono. Et j'avais vraiment à cœur de diviser mon année en 2 avec un aspect chrono route et un aspect trail. Où le trail, on sort, on regarde aussi du paysage. Et moi, j'avais besoin de ça. Je ne suis pas quelqu'un... par exemple, sur la piste, j'aimais pas du tout ça parce qu'il fallait tourner en rond. Là, sur le trail, ça fait découvrir autre chose. Et j'ai directement accroché avec le trail. Maintenant, ça fait 3 ans, si je ne me trompe pas, que je fais du trail. Donc, j'ai fait 17 km, 20 km, surtout au Pays Basque. Ensuite, j'ai fait le trail de Saint-Jacques. Donc, j'ai fait pareil, 17 km. Ce qui était incroyable, c'est que j'ai ces facilités sur route, du coup, que j'ai en fait eu grâce à mes marathons, à mes semi-marathons. Et quand j'arrivais sur trail, j'arrivais à le transformer. Même si j'avais pas de facilité sur les côtes, sur les descentes, j'arrivais à trouver de l'énergie. Et en plus, je pense que je suis quelqu'un d'assez... au niveau poids et fort, je pense que j'ai un bon gabarit aussi pour le trail. Je me fatigue quand même assez peu. Et j'ai tout de suite eu je sais pas si c'est un second souffle, mais en fait, je me sentais vraiment bien. Quand il y avait du plat, j'avais l'impression de rattraper énormément de place. Par contre, je suis pas très douée à la marche rapide, où les trailers sont très bons finalement à la marche rapide ou en côte.
Du coup, j'ai fait également un premier, il me semble, 30 km. J'ai fait des trails dans le Cantal aussi. Et j'ai eu la chance de faire la MCC. Donc, c'est une des courses durant l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc. Et là, si je ne me trompe pas, c'était 42 km. Avec quand même beaucoup de dénivelé, beaucoup. C'est 2800 ou 3000, je dirais peut-être des bêtises. Mais ce qui est pour moi énorme. Et en fait, je ne suis pas habituée à aller en montagne. Les montagnes vers chez nous, les plus proches, elles sont à 3 heures dans les Pyrénées. Et en plus, je n'ai pas spécialement le temps d'aller m'entraîner dans les Pyrénées. Donc, je me suis entraînée à Bordeaux, sinon un petit peu chez mes parents en Creuse, mais c'est pas du tout représentatif des Alpes. Comment ça s'est passé? Alors, j'étais très stressée parce que la montagne, c'est pas mon truc. Je suis pas à l'aise non plus. Quand il y a des grosses descentes, c'est pas mon truc. Mais j'avais quand même des facilités en côte. Je me sens bien en côte, donc je doublais quand même pas mal de monde. Et en fait, vient une des dernières descentes sur la MCC. Et je me rappelle d'arriver en bas et m'effondrer quand je vois mon copain, parce que j'en peux plus. Enfin, je dirais 10 km, 15 km de descente. Et on n'est pas du tout habitué quand on vient de la ville et quand surtout on a des villes qui sont très plates. J'avais les cuisses, j'arrivais même plus à me freiner en descente tellement que j'avais plus aucune force. J'ai quand même repris de la force pour faire la dernière côte et la dernière descente avant l'arrivée à Chamonix, mais c'était très compliqué mentalement, physiquement. Mais je l'ai réussi et j'étais très fière de moi et c'était incroyable, c'était très beau. Donc en fait, le temps est passé quand même assez rapidement, même si j'ai quand même mis 7 heures, je crois, pour mon premier 42 km dans les Alpes. Après la MCC, j'ai eu la chance l'année d'après de faire ma première grosse course, donc l'OCC. C'est également une des courses lors de l'UTMB. Et là, c'était 55-57 km, ça dépend des années. Donc, je l'ai fait 2 années de suite. J'ai eu beaucoup de chance pour faire l'OCC. Et j'ai trouvé ça génial. Enfin, j'ai adoré, surtout que, pareil, on n'a pas l'habitude des paysages. J'ai adoré. On a eu de la chance aussi au niveau du temps. Et je me suis lancée sur ces 2 OCC en ayant un peu plus d'expérience. Et je l'ai bien vécu. Je l'ai bien vécu aussi au niveau alimentaire, sachant que j'ai beaucoup de problèmes. Bien sûr, j'ai eu également souvent des problèmes alimentaires sur mes trails, mais quand ça monte beaucoup, j'arrive beaucoup plus à digérer que quand c'est des courses intenses comme le marathon. Par contre, en trail, c'est en descente où là, j'ai beaucoup de mal aussi à digérer, mais j'essaie de le faire encore au feeling. Et du coup, les 2 OCC se sont très bien passés. J'ai augmenté mon chrono à chaque fois, même si ça ne veut pas spécialement dire grand-chose, mais plus au niveau même des sensations. J'allais plus vite et j'étais mieux. Et la différence entre les 3 années, c'est clairement vu, même en termes de récupération. Après ma dernière course, du coup, l'OCC, le 57 km et 3500 mètres de D+, je décide de m'inscrire sur une autre course. Je ne savais pas exactement où, quand, comment, quoi, mais je voulais augmenter le nombre de kilomètres. Pas pour faire comme beaucoup de monde, parce qu'il faut augmenter le nombre de kilomètres, parce que non, j'ai toujours eu une appétence pour les courses longues, mais toujours en le faisant au fur et à mesure. Parce que beaucoup me disaient, t'as fait l'OCC, pars sur la CCC, la 100 km. Sinon, ça me fait vraiment peur de partir directement sur un 100 km. Je vais essayer de me trouver un 70 km, sachant que j'aime quand il fait chaud. J'aime les terrains qui sont peu techniques, mais j'aime aussi du dénivelé quand même, parce qu'il en faut un peu, et j'aime les beaux paysages. Parce que c'était le but, en fait, faire une autre première course. Je voulais en fait un beau paysage, que le temps passe vite. Donc, je m'inscris. Je ne sais plus comment ça s'est passé. Je pense que je l'ai vu sur YouTube. J'ai vu un live de la Transvulcania. Et je me suis dit, mais c'est génial, c'est super beau, les images sont magnifiques. Je regarde quand est-ce que ça se déroule en mai, c'est parfait, le temps, nickel, il fait bon là-bas, il fait pas trop chaud, pas trop froid sur les îles Canaries. Du coup, je m'inscris à la Transvulcania, mon premier 70 km avec 4500 mètres de D+. La prépa pour la Transvulcania s'est passée difficilement, j'ai envie de dire, parce que j'ai choisi cette course seulement 2 mois et demi, je dirais, après mon marathon.
Et en fait, récupérer d'un marathon en moins de 3 heures en ayant fait une très grosse prépa, c'est compliqué. Donc, j'ai quand même fait la prépa et en fait, des périostites sont un petit peu arrivées. Moi, je suis quelqu'un qui me blesse pas souvent. Donc, je suis allée directement voir le kiné et il m'a dit « fais seulement de l'endurance ». Donc, je fais de l'endurance, je fais des kilomètres et je fais du dénivelé dans la prépa. Tout se passe bien et on arrive à J-2 de la Transvulcania. On arrive sur place seulement à J-2 parce que c'était compliqué de venir avant. Et on va chercher directement mon dossard. J'ai une petite peur à ce moment-là. Pourquoi ? Parce qu'ils annoncent déjà du mauvais temps pour le jour de ma course. Et je déteste ça, j'aime pas ça. Et en plus, c'est même pas le fait de me prendre de la pluie sur la tête, mais plus le fait d'avoir peur, en fait, quand même, parce qu'on va passer à la Transvulcania à 2500 mètres d'altitude environ. Et quand t'es un petit peu toute seule, moi, ça me rassure pas spécialement. À J-1, il y a le briefing de course. On nous demande de nous connecter sur YouTube en live. Et là, ils sont pas spécialement rassurants. Ils nous disent qu'il va y avoir des rafales à 50, voire 70 km/h de vent, qu'on va être tout le temps et constamment dans les nuages, qu'il va pleuvoir constamment sur toute la course et qu'en fait, il faut prévoir des habits chauds. Moi, je viens à la Transvulcania. Il fait tout le temps 20-25 degrés toute l'année. J'ai pas spécialement prévu beaucoup de choses. On avait seulement des bagages cabine, mais j'ai la chance d'avoir un copain qui va faire également son premier ultra et qui fait une première course UTMB où il y a beaucoup de matériel obligatoire sur la course UTMB. Ce qui m'a d'ailleurs sauvée sur ma course. Donc, le jour J arrive. Il est 3h du matin. On se réveille. Je me prépare. Donc, je fais aussi de la création de contenu. Donc, je me réveille un petit peu plus tôt aussi pour ça. La boule au ventre parce que j'ai peur, parce que je sais qu'il va faire mauvais. On arrive sur place. Il fait pas totalement mauvais à ce moment-là. Il fait pas trop froid parce qu'on est à 0 mètre d'altitude. Enfin, c'est au bord de l'eau. 10 minutes avant le départ, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Il y a énormément de pluie, énormément de vent, des conditions apocalyptiques. Je crois qu'ils n'ont plus d'électricité à un moment donné. Et là, je regarde mon copain et je pleure déjà une première fois parce que j'ai peur, en fait, tout simplement. Je m'élance toute seule. Je sais que j'ai froid. Je sais que je tombe en hypothermie très rapidement. Donc là, mon copain me dit « mets une polaire sous ton kawaii et mets tout. Et ensuite, tu mets ton sac de trail par-dessus parce que de toute façon, tu vas pas l'enlever. Tu vas avoir trop froid. » Je pars comme ça, avec la boule au ventre. La pluie se calme, on monte en altitude à partir de 600 mètres d'altitude, donc ça arrive quand même très vite, surtout qu'il faisait nuit, donc on n'a rien vu déjà de nuit. On monte à 600 mètres, il commence à faire jour et là on est directement dans les nuages. Et plus on monte et plus le mauvais temps s'intensifie. Au fur et à mesure, on passe les kilomètres et j'ai de plus en plus froid. Et j'avais pas pensé aux gants et il y en a beaucoup qui n'ont pas pensé aux gants. Mais avec le vent, en fait, c'était horrible. J'arrive au 15e kilomètre. J'ai froid, mais pas tant que ça. Mais c'est surtout entre le 15e et le 20e où là, on monte encore plus. Et en fait, il y a des rafales de vent énormes. Et c'est pas pour me rassurer parce que moi, je suis assez légère. Et en fait, j'avais une sensation de m'envoler, même si c'est pas le cas. Vient entre le 20e et le 25e kilomètre où là, je n'ai plus de doigts. Je n'arrive plus à ouvrir mes gourdes. Je n'arrive plus à m'alimenter parce que j'arrive plus à ouvrir mes compotes. On arrive à un ravitaillement au 20e avec des bénévoles. J'essaie de demander à une personne, est-ce que tu peux m'ouvrir ma gourde? Ils font tout leur possible aussi, les pauvres. J'essaie de me remplir une gourde et 2 kilomètres plus loin, en fait, elle s'ouvre et j'avais pas vu. J'ai perdu en fait le bouchon de ma gourde à droite. Elle tombe complètement sur moi. Je suis encore plus mouillée. Et le vent s'intensifie. Il y avait des grosses rafales. Ça m'a en fait tout de suite fait peur. Plus peur que froid. Et en même temps, j'avais les mains gelées. Donc, je ne pouvais plus bouger les mains. J'arrive au 25e kilomètre en pleurs. Dans ma tête, c'est signé. J'arrête. Je sais qu'il y a mon copain qui est au 25e. J'arrête la course. C'est pas possible. Et lui, mon copain, qui est là-bas, voit les élites qui passent. Voit également, parce qu'il y avait le semi-marathon, voit certains élites qui arrivent et qui sont frigorifiés, qui sont en hypothermie, beaucoup de monde en hypothermie. J'arrive et je pleure. Je déverse tout ce que j'ai. Je lui dis que j'ai peur, je lui dis que ça va être un enfer.
Et en fait, c'est très machinal. J'arrive même pas à me recentrer en fait ce qui s'est passé, mais il m'a remis d'autres vêtements. En fait, on l'a fait naturellement. Et en fait, il m'a mis ses vêtements que lui, il avait pris pour son ultra. Donc en fait, ça m'a aidé parce qu'en plus, c'est des vêtements qui sont très grands. Et j'ai mis son kawaii, j'ai mis 2 couches à ce moment-là. Et je suis repartie. On a pris quand même 15-20 minutes au fond du trou. Je suis repartie et à ce moment-là, c'était à peu près du plat et on était dans les arbres. Donc je me suis réchauffée et en plus j'ai mis des gants et des surgants. Donc j'avais 2 couches de gants et en fait je me suis réchauffée, j'ai commencé à remanger. Arrivé au 40e kilomètre, franchement, il s'est passé un bon laps de temps où j'étais bien, où j'arrivais à courir. En plus, je suis quand même assez à l'aise, je me suis quand même bien préparée. Donc physiquement, j'ai même dit à mon copain au 25e, je pleure parce que je veux abandonner, mais je suis très bien. C'est juste que j'ai peur et qu'il fait froid en fait. Et j'arrive au 40e, on remonte encore en altitude un peu plus, 2000 mètres d'altitude. Pareil, le vent s'intensifie, il repleut. Les conditions sont de pire en pire, c'est pire qu'au 20e kilomètre. J'ai peur, mais dans ma tête, je me dis plus que je vais abandonner. Dans ma tête, je me dis, bon, de toute façon, mon copain est en 50e, je suis obligée d'y aller. Je suis là, donc en fait, c'est plus vraiment pilote automatique. Je dois aller au 50e, je dois résister et j'ai pas envie d'être toute seule. Donc dès qu'il y a un coureur devant, j'essaie de le suivre. Parce qu'en fait, on voyait pas les coureurs à plus de... j'ai du mal à me recentrer, mais 10 mètres, 5 mètres, 10 mètres, c'était vraiment très compliqué. Donc je reste en groupe et on arrive au 46e. Il y avait un petit ravitaillement avant et là, je vois mon copain. Et lui m'avait envoyé un message en me disant « Je viens te chercher au 46e. Je comprends que c'est trop compliqué. » Lui était trop mal de m'avoir fait repartir dans la tempête, on va dire. Et j'avais pas vu ce message. Et dans la vidéo, on voit qu'il me dit « Ça va ?» Et je lui dis « Oui, ça va mieux. » Et donc, il m'a pas dit « Je te récupère, on y va, on s'en va. » Et du coup, il me dit « Je te vois dans 3-4 km. » J'ai dit « Ok, c'est bon. Je passe le 50e et ensuite, je sais que c'est de la descente. » Je repars. Et en fait, c'est le déluge, la tempête. C'était les pires 4 km de la course. C'était très compliqué. En plus, il y avait moins de monde. Les gens tombaient en hypothermie parce que mon copain voyait encore des gens en fait arrêtés et des gens arrivés frigorifiés. Je suis repartie. Pareil, pilote automatique. De toute façon, je vais faire quoi il est parti au 50e, donc je suis obligée d'y aller. J'avais un peu moins peur, en fait. J'étais vraiment, il faut que je termine jusqu'au 50e. Et je sais qu'au 50e, après, ça ira mieux. Au 49e, on voit un petit peu de ciel bleu parce qu'on était presque au-dessus des nuages, à 2500 mètres d'altitude. Et du coup, ça va mieux. Ça va mieux parce que ça me fait du bien. Un tout petit peu de soleil qui nous réchauffe. Je vois mon copain au 50e. On se change complètement. Je remets mes habits qu'il a pu faire sécher, parce qu'on n'avait pas énormément d'habits sur nous. Et j'attaque la descente, cette fois-ci, du 50e au 70e kilomètre. Je pensais être rapidement hors des nuages. Finalement, non, j'ai rien vu de toute la course. On va dire que les nuages se sont estompés au 65e kilomètre à peu près, 60-65e. Mais il faisait vraiment meilleur. Et puis en plus, les bénévoles nous rassuraient au 50e, nous ont dit y a moins de vent, ça va aller mieux, vous allez vous réchauffer. Et directement, quand on est descendu, ça allait mieux. Je me suis même arrêtée au bord de la route pour enlever des couches parce qu'il faisait ensuite très chaud. La descente était compliquée parce que c'est pas quelque chose de facile pour moi, mais je l'ai tenue et physiquement, ça allait très bien encore au 50e. Donc je l'ai tenue. Je suis arrivée à 60-65 km. Il faisait déjà peut-être, je sais pas, 20 degrés, j'en sais rien. Enfin, en fait, le changement de température est énorme. On est passé vers, je pense, 0 degré en ressenti à 20 degrés directement peu de temps après et je déroule. Ensuite, il y a de la route. Ça me fait du bien mentalement parce que je viens de la route quand même. J'arrive au 70e et je sais qu'il me reste quand même 4 km parce que bon, c'est un 70e, mais c'est plutôt 74. Je sais qu'il me reste aussi 400 mètres de D+, et là, mon copain me rejoint au fur et à mesure du temps. Je finis les derniers kilomètres avec lui à côté et je double du monde. Je suis vraiment très bien. Même on le voit au niveau des paroles avec mon copain. Mentalement, je suis très bien aussi. Je double toutes les personnes que je peux. J'ai des ailes. J'arrive sur la piste cyclable, la dernière piste qui fait à peu près 1 kilomètre. Et je vais très bien en fait. Même quand on voit ma foulée, je suis top. Et en fait, je suis super contente de moi parce que déjà, j'ai réussi à surmonter mes peurs et à passer cette ligne d'arrivée, à être fière de moi et à quand même avoir des laps de temps où je me suis dit je suis
fière et j'ai profité parce que on a quand même vu un tout petit peu de paysage, même si c'est pas beaucoup. J'étais un petit peu déçue de ce côté-là, mais en même temps tellement fière de moi d'avoir vécu une course dantesque, mais en même temps, je me rappellerai toute ma vie de mon premier 70 km. Je me rendais pas compte de ce que j'étais en train de faire parce que quand je suis arrivée, j'ai vu qu'il y avait énormément d'abandon sur cette course. Alors que normalement, c'est une course qui est entre grosses guillemets assez simple parce que le temps est assez favorable. Donc en fait, elle est assez roulante. Donc c'est agréable aussi de courir la Transvulcania normalement. Je ne sais pas combien il y a eu de did not finish, mais il y en a eu beaucoup, beaucoup. C'est anormal le nombre de personnes qui ont abandonné. Et moi, j'ai terminé en 12 heures et 20 minutes, il me semble, sachant qu'on a quand même pris... Je me dis que s'il y avait un beau temps, à chaque fois, je me suis arrêtée 15-20 minutes pour vraiment récupérer, pour vraiment me changer. Mais surtout, je pense que la fierté que j'ai principalement, c'est que j'ai fini bien physiquement. Et j'étais même plus mal après mon marathon en moins de 3 heures qu'après ce trail. Et j'ai pu, je pourrais recourir, mais je ne vais pas le faire directement après la course. Mais j'étais vraiment très bien et j'étais vraiment très fière de moi physiquement. Ouais. La première chose quand j'arrive à l'arrivée de la Transvulcania, c'est déjà de manger parce que je me suis alimentée, mais pareil, encore une fois, j'ai peur de l'alimentation et pourtant tout s'est bien passé sur cette course en termes d'alimentation. Mais au fur et à mesure des kilomètres, moi je suis quelqu'un qui... J'oublie pas, mais je me dis, bon, j'arrive bientôt. Donc, je mange pas énormément à la fin des courses. Et du coup, ensuite, je me jette un petit peu sur tout, de la pastèque, des cacahuètes, etc. Et après, ça a été surtout de tout raconter à mon copain. Sans lui, j'aurais jamais terminé la course, vraiment jamais. Alors, d'une part, parce qu'il avait son matériel. Et je pense qu'on n'était peut-être pas assez préparés. Et c'est comme ça, on fait des erreurs sur trail et puis on apprend. Et je pense que c'est beaucoup aussi le cas pour certaines personnes qui sont venues aussi sans accompagnement. Je pense que j'aurais jamais terminé la course s'il n'était pas là parce que c'est tellement un soutien mental que j'aurais directement arrêté au 25e kilomètre et un soutien aussi pour me donner en fait tout ce qu'il me faut pour terminer la course. Ma première expérience sur 70 km m'a montré que j'étais très persévérante. Parce que mon copain le sait, en plus, j'ai très peur en montagne j'ai très peur des intempéries, en fait. Même si c'est en montagne ou pas, j'ai peur des intempéries. Et là, en fait, j'ai surmonté mes peurs. J'ai pris sur moi et je savais que j'étais là pour quelque chose. Je savais qu'on ne s'était pas déplacé pour rien. Et je trouve que j'ai été très forte mentalement aussi. Enfin, au-delà de l'aspect physique, parce que c'est très bien d'avoir bien terminé physiquement, c'est le fait d'avoir surmonté mes peurs. Alors certains vont dire que oui, on se force, que c'était pas top de rien voir, d'avoir froid pendant une grosse partie de la course. En tout cas, je suis super contente d'avoir terminé. Je sais que si j'avais abandonné, j'aurais été dégoûtée parce que j'étais très bien physiquement. On m'a récemment demandé à quel moment on peut faire un 70 km, quand est-ce qu'il faut se lancer. C'est également la question que je me suis posée parce que je ne sais pas énormément à quel moment en fait il faut passer sur du plus long. Je pense que ça dépend de beaucoup de personnes. Certains vont directement passer sur des distances qui sont beaucoup plus longues. Moi, j'avais à cœur de passer sur du 30, puis ensuite 50, puis ensuite 70. Et ce qu'il faut faire attention, c'est surtout regarder le nombre d'heures qu'on va faire. Parce que un 70 km tout plat et un 70 km avec 4000 ou 4500 mètres de D+, c'est pas le même nombre d'heures. Donc moi, j'avais fait à peu près 8 heures à l'OCC. Donc là, je suis passée sur 12 heures. Et si un jour, je veux faire peut-être du plus long, je passerai peut-être sur du 15 heures, voire peut-être ensuite sur du 20 heures. Mais c'est vraiment un nombre d'heures, je pense qu'il faut compter. En tout cas, je pense pour bien vivre la course, il faut y aller progressivement. Ma prochaine première fois, j'ai du mal à savoir parce qu'en fait, je ne l'ai pas vraiment prévu. C'est bizarre, j'ai prévu le marathon, j'ai fait mon objectif. J'ai prévu le trail, j'ai fait mon objectif. Et du coup,
En fait, j'avais rien prévu après. J'ai d'autres trails, mais c'est des trails qui sont plus petits, justement pour récupérer après toute cette grosse période qui a été quand même intensive avec le marathon et avec le trail. Donc, je pense qu'après, j'aimerais bien un jour titiller les 90, voire 100 km sur des parcours avec du dénivelé, mais pas non plus très technique. Mais je sais pas encore, je me suis inscrite à rien. Et sur marathon, ce sera peut-être un jour de faire un meilleur chrono et surtout de faire des courses qui m'inspirent, dont les majors, dont un New York dont je rêve. Pour moi, l'important, c'est de prendre du plaisir et je sais que je prends du plaisir moi-même et en fait, en étant accompagnée par mon copain et inversement aussi parce que je l'accompagne sur ses courses. Je pense que c'est aussi le fait de partager quelque chose à plusieurs. Au début, j'ai débuté avec ma famille et là maintenant, c'est en couple, donc c'est encore plus chouette. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.